Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Nouveau thème en ce début de semaine qui sera consacré aux enjeux de l'eau, avec aujourd'hui un premier dossier sur la lutte contre le stress hydrique dans les zones rurales. Au programme également de cette émission, le président camerounais Paul Biya s'est exprimé à l'occasion du 70e anniversaire de l'UNESCO, et en Tunisie, le parti Nida Tounes est en pleine crise. Deux leaders se disputent la tête de la formation politique. Et pour nous accompagner pendant cette émission, nos éditorialistes. Alfred Pombo, bienvenue. Merci Fanny, heureux de vous retrouver sur ce plateau, et puis à mes très chers téléspectatrices aussi, merci de leur accueil. Et Malik Achar, bienvenue. Merci Fanny, un plaisir d'être avec vous et bonsoir à tout le monde. Tout de suite, l'actualité du jour. L'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, a célébré ce lundi son 70e anniversaire. À cette occasion, plusieurs chefs d'État et de gouvernement se sont exprimés, dont le président camerounais Paul Biya. Il a tenu à revenir sur le défi sécuritaire et le fléau terroriste auquel est confronté le pays. Awa Barkala. Paul Biya, chef d'État camerounais, s'est rendu à Paris ce 16 novembre 2015 à l'occasion du 70e anniversaire de l'UNESCO, dont le siège se trouve dans la capitale française. Durant son allocution, le chef d'État a salué le soutien apporté par l'UNESCO au Cameroun au travers de l'histoire. Au sein de la vaste famille du système des Nations Unies, le Cameroun éprouve une inclination particulière pour l'UNESCO. La raison en est simple. Pays pacifique et tolérant, peuple de population d'origine, de religion et de traditions culturelles différentes, il se reconnaît dans l'idéal humaniste de l'UNESCO, dont l'objectif ultime est l'épanouissement de l'homme. Pour le président du Cameroun, les valeurs d'humanisme sont mises à l'épreuve par les attentats terroristes qui émaillent le monde d'aujourd'hui. Pour le président Paul Biya, la force de la résistance des valeurs humaines réside dans la diversité, du respect des cultures, à l'image du Cameroun. Là où la guerre montre son visage hideux, on peut en voir les conséquences tragiques pour les populations et pour le patrimoine culturel de l'humanité. Ce qui se passe en Syrie, en Irak et au Mali l'illustre à suffisance. Loin de nous décourager, ces exemples déplorables doivent au contraire nous renforcer dans notre détermination à faire échec à ces idéologies funestes et rétrogrades. Le Cameroun est devenu membre de l'ONU le 20 septembre 1960, 9 mois après son indépendance. La célébration du 70e anniversaire de l'acte constitutif de l'UNESCO se poursuit jusqu'à ce mardi 17 novembre à Paris, en France. Alfred, le président camerounais est revenu sur la menace terroriste Boko Haram qui affecte le Cameroun mais aussi d'autres pays africains. Et son intervention n'arrive pas au hasard, elle arrive 2 jours après les attentats de Paris. Est-ce qu'aujourd'hui, plus que jamais, on peut dire qu'aucun pays n'est à l'abri du terrorisme ? Oui, Fanny, avant de répondre à votre question, j'aimerais avoir une pensée sereine et puis pour les victimes des attentats de Paris et puis pour leurs familles. Je suis solidaire, justement, de leur malheur, mais qu'à cela ne tienne. Effectivement, aujourd'hui, on le voit, le terrorisme est transfrontalier. On le savait, notamment dans le cas de l'Afrique, avec AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, puis l'émergence de Boko Haram, qui se fait appeler justement l'État islamique pour l'Afrique de l'Ouest désormais, après avoir fait allégeance à Al-Baghdadi et puis à l'État islamique en Syrie et au Levant. Donc aucun pays n'est à l'abri justement de ces actes de terrorisme. En l'occurrence, là, pour l'Afrique, on voit bien comment un certain nombre de pays ont été déstabilisés par
ces excès de violence incontrôlés, incontrôlables justement des terroristes, qui ont voulu s'aimer la terreur, imposer à leur vision des choses, leur vision du monde, qui est en contradiction avec tout. Pas seulement l'humanisme que prône l'UNESCO, mais que tous les États du monde aujourd'hui défendent et promeuvent. Et donc on ne peut plus se contenter effectivement de constater simplement cela, il faut lutter efficacement parce qu'il y va de l'avenir non seulement du monde mais de nos sociétés, en particulier en Afrique. On voit comment ça pèse par exemple dans le budget des pays du front, le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigeria en tant que tel. Donc, au lieu de consacrer les efforts de développement à d'autres tâches, on est condamné justement à lutter contre le terrorisme. Et je pense que ça doit être un combat de tout le monde, de tous les instants, pour éradiquer justement le terrorisme. Malik, est-ce qu'aujourd'hui la lutte contre le terrorisme doit être une lutte commune? Bien évidemment. Ça doit être une lutte commune et Alfred l'a adressé une situation qui est très juste. On ne peut pas lutter contre le terrorisme seul quand c'est un phénomène qui est transfrontalier. Et il y a quand même, il faut le souligner, un mouvement en ce sens en Afrique. Il est tard, mais vaut mieux tard que jamais. Il faut saluer cet élan de coopération entre les pays. Et ça sera très long. Ça sera très long parce que le terrorisme ne s'éradique pas du jour au lendemain. On ne va pas ici commenter les erreurs de certains pays occidentaux, par respect pour l'instant présent et pour les victimes. Mais il faudra, je pense, dresser un bilan des actions des pays occidentaux qui ont favorisé malheureusement certains groupuscules. Et je n'écarte pas aussi la défaillance de certains États africains qui n'ont pas vu cette importance, l'importance de cette menace. Moi, j'ai le souvenir personnel d'un pays qui a été ensanglanté pendant 10 ans, l'Algérie, esseulée, qui a essayé de combattre le terrorisme, seule, et qui a réussi. Qui a réussi pourquoi? Parce qu'elle a réussi à à contenir la menace terroriste, même si celle-ci s'est évacuée un peu par le sud et vers le Mali. Elle a essayé d'harceler bien seule, mais elle n'a pas fait dans le détail, je dirais. Et après, dans une guerre, bien sûr, il y a des dérives. On ne va pas commenter les dérives qui ont pu être présentes lors de ce conflit, notamment, et l'implication d'une partie de l'armée algérienne. Mais je pense que vous ne pouvez pas avoir de développement, et on parlait du développement économique, sans sécurité. Il faut axer sur ce discours-là. Il faut faire prendre conscience aux États, à tous les États du monde, qui veulent s'unir contre un ennemi commun. Et il faut le définir, cet ennemi commun. Parce qu'il y a encore trop de sous-entendus. Il y a encore des États qui jouent le double jeu sur cela. Il faut se rassembler, définir un ennemi commun. Parce que cet ennemi commun, il empêche justement un bon développement de ces pays-là. Merci. Dans l'actualité également en Tunisie, le parti Nida Tounes est en pleine crise. 2 leaders se disputent la tête de la formation politique. Conséquence, 38 députés ont démissionné avant de revenir sur leur décision. Ils demandent désormais l'arbitrage du fondateur du parti et président de la République, Béji Caïd Essebsi, Awa Barkala. Nida Tounes en pleine tourmente. Le parti politique fondé par l'actuel président tunisien Béji Caïd Essebsi connaît des dissensions internes. La tête du parti est réclamée par 2 personnalités majeures. D'un côté, le fils du président Hafez Caïd Essebsi et de l'autre, Mohsen Marzouk, le secrétaire général du parti. D'un côté, le secrétaire général, le président du parti, à savoir Mohsen Marzouk et M. Mohamed Nasser, avec d'autres militants et un ministre qui a présenté sa démission du gouvernement, Lazal Akli. D'un autre côté, le ministre-chef du cabinet présidentiel, qui est en train de mener l'autre clan avec le propre fils du président de la République, M. Hafez Caïd Essebsi. L'enjeu est pour eux de contrôler le parti en vue, bien sûr, d'avoir un puissant instrument du contrôle de la politique. C'est une lutte davantage pour les sièges, pour les dignités, que autour de programmes et autour de visions et de projets de société. Conséquence de cette lutte entre les 2 camps, 38 députés ont présenté leur démission du parti avant de se rétracter. Les membres démissionnaires du parti réclament l'arbitrage du président de la République, qui a pourtant démissionné de son parti lors de sa victoire aux élections présidentielles. Le gouvernement
s'en retrouve divisé entre les deux factions. Le Parlement aussi, parce que le chef du bloc parlementaire, Johnny Datoun, est impliqué directement, c'est l'un des dirigeants du clan, d'un des deux clans, et bien sûr le président de la République, dans la mesure où son chef du cabinet présidentiel et son propre fils sont alliés justement dans l'un des clans. Donc la popularité de Johnny Datoun en pâtit, et en même temps l'image du président de la République, qui est supposé être le président de tous les Tunisiens, et bien sûr parce que son propre fils bénéficie quelque part du prestige de la présidence de son propre papa et du ministre chef du cabinet présidentiel. À l'initiative des députés frondeurs, une réunion du bureau exécutif du parti doit se tenir le 22 novembre 2015. Les conséquences de cette guerre des chefs au sein du parti portent atteinte aux institutions et à la gestion des affaires jusqu'au plus haut sommet de l'État. Une situation qui s'ajoute aux difficultés économiques et sécuritaires que connaît la Tunisie depuis plusieurs mois. Alfred, d'après vous, est-ce que le président tunisien doit rester au-dessus de la mêlée ou doit-il intervenir? Fanny, moi je pense effectivement que le président doit prendre la posture qu'il a adoptée dès le moment où il a été élu président de la République. Il est le président de tous les Tunisiens, il a démissionné de son poste de secrétaire général d'Ennahda Tounes. Il a bien fait. C'est aux responsables actuels, justement, du parti de pouvoir souder le parti, de pouvoir le cimenter entre les deux ailes qui se disputent, justement, le leadership au sein du pouvoir. Et je pense que cette posture au-dessus de la mêlée est une posture intelligente. Ça permet d'éviter, j'allais dire, la confusion entre le rôle de chef de l'État et de chef de parti. Ce qui signifierait effectivement, s'il avait maintenu cette fonction de chef de parti, qu'il était à la fois juge et parti. Or, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il impulse une politique, une dynamique pour que la Tunisie sorte justement des turbulences que l'on connaît de ces dernières années. On peut dire effectivement que la Tunisie est sur le bon chemin pour sortir justement de ces turbulences-là. Et notre éditorialiste Jemal Taleb nous a rejoint. Bienvenue Jemal. Merci Fanny, bonsoir à tout le monde. Jemal, d'après vous, est-ce que cette crise au sein du parti Ennahda Tounes peut nuire à l'image du président tunisien? Sans aucun doute. Cette crise est une crise de succession avant l'heure, en fait. C'est-à-dire que la Tunisie, qui a incontestablement élu un président d'une grande valeur morale, personnelle, la stature d'un grand pédasse, il n'est pas discutable. Mais il a près de 90 ans. Et donc, il n'a pas un grand avenir politique, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, il est normal que tous les ténors du parti Ennahda Tounes pensent à sa succession en se disant il y a de fortes chances qu'il ne fasse pas un deuxième mandat. Et donc, c'est une situation qui était prévisible et qui s'est posée. Le rôle du président, donc Bachir El-Sebsi, est évident. Enfin, c'est le rôle de quelqu'un qui est en fin de vie. Pardon de le dire, mais c'est comme ça. Puis la deuxième chose importante, c'est le rôle de son fils, qui de mon point de vue est néfaste. Parce qu'encore une fois, le rôle politique très important, de plus en plus important, qui avait déjà créé des problèmes pendant les investitures, pose un vrai souci. Et donc, ce souci-là est de moins en moins accepté par les ténors du parti Ennahda Tounes. Ennahda Tounes a été fondé sur deux choses. C'est une alliance idéologique entre la gauche tunisienne traditionnelle et ce qu'on appelle les Destouriens. C'est la mouvance qui a fait la guerre d'indépendance. Ce sont deux familles politiques tunisiennes importantes qui étaient antagonistes et que le président Bachir El-Sebsi, à l'époque candidat, ou en tout cas chef politique, avait réussi à réunifier. Elles avaient d'ailleurs à l'époque créé un vrai courant politique et une vraie opposition forte au parti Ennahda qu'ils ont réussi donc à dominer par la rue. Et donc aujourd'hui, nous se trouvons dans une situation où cette base idéologique-là est en train d'éclater. Elle éclate parce qu'il y a les ambitions des uns et des autres. Il faut se dire une chose, c'est que le parti Ennahda Tounes était jusqu'ici dirigé donc par Mohsen Marzouk, qui est sans doute le plus brillant de sa génération, sans doute le plus intelligent des équipes de Bachir El-Sebsi, mais il appartient à cette gauche tunisienne de moins en moins acceptée par les Destouriens. Et donc on a là une crise politique très forte qui se justifie donc encore une fois par l'ambition des uns et des autres, la difficulté du président Bachir El-Sebsi de préparer son avenir, et puis une cassure idéologique inévitable. C'est
somme toute, le bonheur d'Al-Nahda, des islamistes d'Al-Nahda, incontestablement. Malik, est-ce que cette situation peut provoquer l'éclatement du bloc présidentiel ? Bien sûr, quand vous n'avez pas une majorité qui est soudée pour soutenir justement le président, c'est le risque. Djemal et Alfred ont très bien résumé la situation, il n'y a rien à ajouter sur cela. Maintenant, vous avez quand même un président qui est assez muet et qui devrait un peu, je dirais, faire le ménage sans être interventionniste. Mais il est vrai que la présence de son fils, qui a quand même boycotté plusieurs réunions du parti, a quand même provoqué, a ajouté de la dissension à la dissension. Je veux dire, il n'a pas été aussi rassembleur, donc il faut tenir aussi du comportement de chacun. Donc il est urgent justement de rassembler tous les corps, toute cette diversité qui compose le mouvement Nida Tounes, parce que la Tunisie en a besoin. Elle ne peut se permettre aujourd'hui encore une instabilité politique parce qu'elle a déjà du mal à évoluer sur le plan économique positivement. Donc il faut régler cette question rapidement. Il y a un comité qui se réunit le 22 novembre. J'espère qu'il y aura un rassemblement qui fera que tout s'apaise. Merci. Nous allons marquer une courte pause. Un instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.